urbanisation excessive et le Sud pauvre, de plus en plus désertifié, où presque 1 milliard de personnes ont moins d'$1 par jour pour vivre, ou comme cela est le cas en Afrique, tous les 6 minutes, un enfant meurt de faim. Cette situation, qui est déjà absolument insupportable, risque de s'aggraver encore davantage dans les années à venir, car d'ici 10 ans, la population de l'Afrique aura doublé. C'est la raison pour laquelle le projet éco-socialiste vise évidemment à une redistribution planétaire de la richesse et un développement en commun des ressources, grâce à un nouveau paradigme productif. Le scandale, en effet, est grand, car la Terre est assez riche pour nourrir la totalité de la population du globe. C'est la spéculation sur les denrées alimentaires et sur le prix des produits agricoles à l'échelle mondiale par des multinationales de l'agroalimentaire à l'ère de la globalisation néolibérale et surtout la politique de subventions accordées à l'agriculture nord-américaine par le gouvernement des États-Unis qui a aggravé la faim dans le monde, en ruinant l'agriculture des pays africains et en créant de véritables zones de famine en Éthiopie, en Somalie, etc. C'est bien le résultat d'une politique où pendant des décennies, les grands trusts de l'industrie agroalimentaire ont délibérément ruiné l'économie rurale des pays du tiers-monde en écrasant avec leurs produits subventionnés à bas prix leur agriculture nationale d'une productivité trop faible. Donc, évidemment, le bilan de cette politique néolibérale spéculative est désastreuse et ce désastre risque de s'aggraver encore davantage dans les années et décennies qui viennent. C'est comme Jean Sinclair ne cesse de le souligner dans ses livres, le vrai grand scandale de notre ère. Donc l'écosocialisme, comme nous le défendons, doit absolument défier ce scandale en soulignant notre devoir de venir en aide efficacement à toutes ces populations pauvres menacées ou déjà très durement touchées par la famine et par les conséquences fatales de cette politique égoïste et inhumaine. Donc, évidemment, une autre exigence de cette éthique éco-socialiste doit être l'arrêt, évidemment, de l'empoisonnement de la biosphère, la création d'une fiscalité écologique qui n'a rien à voir avec la taxe carbone créée et finalement retirée par le gouvernement de Sarkozy, qui pénalise les défavorisés tout en exemptant les plus grands pollueurs industriels. Troisièmement, la création massive de transports publics. Et quatrièmement, la création d'éco-quartiers. La création des quartiers, ce sera l'utopie concrète de demain. Donc, l'écosocialisme, il revendique enfin une société véritablement démocratique où les décisions concernant l'avenir au niveau économique et écologique ne seront plus prises exclusivement par les technocrates, ou des experts ou des élites liées aux grands trusts, mais par le peuple, c'est-à-dire par les citoyens eux-mêmes, qui, hélas, dans le système de la démocratie parlementaire représentative, qui est le nôtre, sont évidemment, après les élections, de facto exclus du pouvoir de décision et transformés en spectateurs embarrassés, des acteurs politiques professionnels qui sont loin d'agir toujours en fonction du bien commun et de l'intérêt général. Bien sûr, ce n'est pas possible sans l'instauration d'un système de participation citoyenne active, c'est-à-dire d'une démocratie participative contraignant les élus à des intervalles réguliers à rendre compte de leur activité législatrice devant des jurys des citoyens et dans le cadre de conférences de consensus. Une participation active qui accorde à tous les citoyens un droit de regard sur les lois et décrets en préparation, en soumettant ces lois régulièrement au vote des citoyens par la voie du référendum. Et je suis, en ce qui concerne ce point précis, en accord presque total avec Heinz Dieterich, professeur d'économie à l'Université de Mexico, conseiller du président Hugo Chavez pour les affaires économiques et auteur du livre Le socialisme du XXIe siècle. Donc, en ce qui concerne encore une fois l'écologie, force est de constater que nous sommes aujourd'hui vraiment dans l'urgence écologique absolue. Et la conférence de Copenhague sur le climat et le réchauffement climatique, organisée du 7 au 17 décembre 2009,
n'était que l'attestation parfaite de cette urgence. Et son échec n'est qu'un ajournement des grandes décisions écologiques qui doivent absolument être prises dans les mois qui viennent pour éviter la grande catastrophe. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc il y a un autre problème, évidemment, en ce qui concerne l'autre grand problème écologique, celui de la pollution atmosphérique par les émissions CO2 et les gaz à effet de serre. Il suffit de jeter un regard sur le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, de l'AIE, pour comprendre à quel point la situation dans ce domaine est déjà devenue vraiment dramatique. Aujourd'hui, effectivement, selon le rapport des experts de l'AIE, les meilleures estimations de référence laissent présager une augmentation de 70% de la demande de pétrole d'ici à 2050 et une hausse de 130% des émissions CO2 si les politiques énergétiques adoptées par les gouvernements respectifs ne changent pas. Donc, selon le groupe d'experts intergouvernemental, le fameux GIEC, un accroissement des émissions de CO2 de cette ampleur pourrait entraîner bientôt une élévation des températures mondiales moyennes de 6 degrés, voire plus, ce qui aurait pour conséquence une modification considérable de tous les aspects de la vie et un changement irréversible de l'environnement naturel. Donc, cela entraîne une conséquence qu'il faut absolument transformer l'économie énergétique mondiale au cours des prochaines décennies. Il faut une révolution mondiale dans le mode de production qui doivent devenir écologiques, comme le cesse de souligner André Gorz. Ça nécessite en effet des investissements supplémentaires dans le secteur de l'énergie, notamment dans le secteur des énergies alternatives renouvelables, des éoliennes, capteurs solaires, etc., qui sont estimés à 17 000 milliards de dollars d'ici 2050. Voilà, donc soit de 400 millions par. Donc, je dois abrévier pour des raisons de temps, et même beaucoup. La question donc est aussi, du point de vue philosophique qui se pose, c'est de savoir, faut-il évidemment opter pour la solution envisagée et défendue par Hans Jonas dans son livre Nature et éthique, plaçant toutes les espérances dans un gouvernement mondial des élites, dans une sorte de dictature des éclairés, pour exécuter ces mesures écologiques d'urgence à l'échelle planétaire. Évidemment, je suis, en ce qui me concerne, contre cette proposition de Jonas d'un despotisme éclairé, comme je suis aussi contre la position qu'il a adoptée lors de sa polémique dans son livre Le principe de responsabilité contre Ernest Bloch. Car je suis absolument persuadé que la position qu'il adopte dans cette controverse témoigne d'une profonde méconnaissance de la philosophie blochienne de l'espérance et de l'utopie concrète. Et si Jürgen Habermas a appelé Ernst Bloch un Schelling marxiste, c'est parce qu'il a bien compris l'importance et l'impact de la philosophie de la nature dans la pensée messianico-utopique néo-marxiste d'Ernst Bloch, qui est d'ailleurs un peu inspiré de la philosophie de la nature de John Schelling, ce qui est attesté dans l'œuvre d'Ernst Bloch, entre autres par la défense, dans le principe espérance, d'une attitude d'alliance de l'homme avec la nature, une revendication que Hans Jonas a d'ailleurs repris, mais sans vouloir s'aligner sur les autres positions philosophiques d'Ernst Bloch, et par la défense simultanément d'un sujet naturel, ce qui comporte, selon Bloch, donc l'exigence d'abandonner le point de vue de l'exploitation effrénée des sources naturelles par le capitalisme et de s'orienter vers un respect de la nature et de l'environnement. Bloch souhaite aussi que l'imagination utopique, donc un concept clé de sa pensée, malheureusement critiqué par Jonas, soit mise en service d'une transformation du monde ayant pour but non seulement la fin de tous les rapports d'aliénation, de réification et d'exploitation, mais aussi l'instauration d'un nouveau rapport de l'homme à la nature. Évidemment, le capitalisme du XXIe siècle se trouve maintenant pris en tenaille entre les effets délétères de la pollution et l'épuisement des matières